Dans un monde où le Burkina Faso semblait avoir atteint ses limites, un événement imprévu a bouleversé l'ordre et l'équilibre établi. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, un phénomène politique sans précédent a secoué l'Afrique de l'Ouest. L'idée d'utiliser des prisonniers pour former une nouvelle armée n'était pas seulement un acte de défi, mais une révolution idéologique en soi. Pourquoi cette décision a-t-elle fait trembler les puissances internationales ? Ibrahim Traoré a transformé l'inacceptable en un acte de souveraineté redéfini. Dans un contexte de déstabilisation profonde au Sahel, Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, propose une alternative radicale qui défie les normes coloniales. Sa vision ne se limite pas à la simple récupération territoriale, mais à une réinvention de la justice elle-même. En libérant 15 600 prisonniers pour les transformer en soldats, il redonne espoir à une nation abandonnée. Ce geste n'est pas seulement politique, il incarne la volonté de rédemption collective. Traoré ne cherche pas à rétablir l'ordre imposé par les puissances extérieures, mais à recréer un pays fort, capable de se défendre sans dépendre de l'aide étrangère. Cette approche radicale pourrait bien redéfinir les relations internationales, mettant en lumière la résilience et la souveraineté africaine. Mais la question demeure, ce modèle peut-il être durable ? Ou est-ce le prélude à une nouvelle forme de militarisation du Sahel ? Le monde entier regarde, et ce qu'il découvre pourrait être bien plus qu'une simple révolte. Ibrahim Traoré, en moins de 2 ans à la tête du Burkina Faso, a réussi là où d'autres ont échoué. Il n'a pas seulement libéré les terres du contrôle djihadiste, mais a redonné aux habitants une part de leur dignité perdue. Sous son leadership, plus de 92% du territoire national a été récupéré, et des milliers de Burkinabés, qui fuyaient autrefois la terreur, ont retrouvé leur maison. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est la transformation radicale du système pénal. En libérant les prisonniers, Traoré n'a pas seulement libéré des hommes, mais a forgé une armée prête à défendre la souveraineté du pays. Ces hommes, auparavant considérés comme des criminels, ont été réutilisés non seulement comme soldats, mais comme symbole d'une nouvelle ère. Ce modèle d'armée révolutionnaire, fondé sur la rédemption, défie toutes les conceptions traditionnelles de justice et de gouvernance. Cependant, cela a également suscité des préoccupations à l'échelle internationale. La France, par exemple, a commencé à redéployer ses drones de surveillance au-dessus du Sahel, ce qui soulève une question inquiétante. Les puissances étrangères se sentent-elles menacées par ce changement de paradigme ? Traoré a non seulement redéfini la notion de justice, mais aussi l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest, une évolution qui ne peut pas passer inaperçue. Le capitaine Ibrahim Traoré, armé de sa philosophie radicale, a transformé un geste politique en un changement profond pour la société burkinabé. Contrairement à l'approche coloniale qui voit les prisons comme des lieux de punition, Traoré y a vu un réservoir inexploité de ressources humaines. En redéfinissant la justice comme une réhabilitation et une contribution active à la nation, il a suscité un élan de fierté et de solidarité. Cette idée a rapidement trouvé écho parmi les populations locales, qui ont commencé à voir ces anciens détenus, non pas comme des parias, mais comme des héros potentiels. Mais cette décision a aussi eu des répercussions immédiates sur le terrain. Les militaires et les civils ont dû s'adapter rapidement à ce changement radical, et la question de savoir si ce modèle pourrait tenir dans la durée est devenue un point central des débats internes et internationaux. Toutefois, au-delà des critiques, ce projet a montré que la volonté de reconstruire une nation peut transformer même les situations les plus désespérées en opportunités de renaissance. Ibrahim Traoré a pris des décisions audacieuses dès le début de son mandat, changeant la trajectoire de son pays d'une manière que personne n'aurait imaginée. Tout a commencé avec une volonté farouche de récupérer des terres perdues, tout en consolidant le pouvoir interne du Burkina Faso. Le projet de libération des prisonniers, et puis ici pour en faire une armée, a eu un impact immédiat sur la dynamique du pays. Ces prisonniers, qui avaient purgé des peines pour des crimes mineurs
ou pour la survie dans un environnement impitoyable, ont été redéployés dans des unités militaires spécialisées. Ce mouvement a été perçu comme un acte de rédemption nationale, un appel à la reconstruction du pays, non par la force extérieure, mais par la volonté interne. Le processus a été rapide, la mobilisation de ces hommes ayant été suivie d'un entraînement intensif pour les transformer en soldats disciplinés. Mais cet acte a également envoyé un message fort au monde extérieur. Le Burkina Faso ne serait plus une victime passivement observée par les puissances étrangères. Les rapports ont rapidement commencé à circuler sur la formation de ces nouvelles unités, et les observateurs internationaux ont commencé à s'interroger sur l'impact à long terme de ce projet radical. Les questions sur le contrôle des frontières, la stabilité intérieure et les relations avec les anciennes puissances coloniales se sont rapidement intensifiées. Toutefois, ce qui a marqué les esprits, c'est la détermination de Traoré à transformer une crise en une opportunité, à utiliser les ressources internes pour renforcer la souveraineté de son pays, au lieu de se replier sur une aide extérieure. Les preuves des résultats obtenus par Ibrahim Traoré sont impressionnantes et mesurables. En moins de 2 ans, plus de 92% du territoire du Burkina Faso a été récupéré des mains des groupes terroristes. Un exploit qui démontre l'efficacité du modèle de réutilisation des prisonniers. Des centaines de villages, autrefois sous domination djihadiste, sont désormais sous la protection des unités formées à partir de ces anciens détenus. De plus, le taux de criminalité a considérablement chuté dans les zones contrôlées par ces nouvelles unités, ce qui a permis une réhabilitation progressive de l'économie locale. Le pays, autrefois aux prises avec une instabilité chronique, commence à voir les fruits de ses efforts. Les marchés rouvrent, les infrastructures sont restaurées, et la population commence à reprendre confiance. Le chiffre de 15 600 hommes formés et déployés représente non seulement un changement dans la structure militaire du pays, mais aussi une tentative audacieuse de réconcilier la nation avec son passé de souffrance. En outre, les investissements étrangers commencent à se rediriger vers des projets de reconstruction, bien que certains acteurs internationaux restent prudents. Cependant, la véritable force de ce changement ne réside pas seulement dans ces chiffres. Ce modèle, qui fusionne justice et rédemption, s'appuie sur une idéologie que d'autres pays africains commencent à observer attentivement. La question est maintenant de savoir si cette approche pourra être étendue et reproduite dans d'autres contextes similaires. Les critiques de la stratégie d'Ibrahim Traoré n'ont pas tardé à émerger. Pour certains, libérer des milliers de prisonniers représentait un risque colossal. Comment garantir que ces hommes, issus de milieux précaires ou violents, ne replongent pas dans la criminalité? D'autres, plus cyniques, ont affirmé que le capitaine cherchait simplement à créer une armée personnelle, une milice déguisée sous le drapeau de la rédemption. Mais ces arguments, bien que fondés sur des peurs légitimes, négligent un point essentiel. Le Burkina Faso était déjà à genoux. Les institutions judiciaires croulaient sous les dettes, les prisons débordaient, et l'armée manquait d'effectifs. Face à ce dilemme, Traoré a choisi une approche pragmatique et audacieuse: convertir la punition en potentiel. Ses partisans le défendent avec ferveur, soulignant que la discipline militaire, combinée à une éducation idéologique, peut transformer des marginaux en citoyens engagés. Les premiers résultats sur le terrain leur donnent raison. Baisse du taux d'attaque, regain de confiance au sein des populations rurales et cohésion nationale renforcée. Les opposants, eux, craignent l'effet boomerang, qu'un jour ces soldats réhabilités puissent se retourner contre l'État. Mais cette crainte n'est-elle pas le reflet des anciennes logiques coloniales, où l'Afrique devait toujours douter de sa propre capacité à se réinventer? La réponse de Traoré est claire. Le risque fait partie de la Renaissance. Et pour la première fois, le Burkina Faso ose redéfinir la notion même de sécurité nationale à partir de sa propre douleur. Au cœur de cette transformation, une vérité s'impose. La justice n'est plus une punition, mais une mission.
C'est ainsi qu'Ibrahim Traoré a ouvert la cérémonie des premières unités CPU. Ce moment a marqué un tournant symbolique. Les anciens détenus, désormais soldats, ont juré fidélité à la nation sous un drapeau qu'ils n'avaient jamais cru pouvoir servir. Leur uniforme portait un signe noir discret, non pas comme un stigmate, ni comme une mémoire. Cette réinvention du symbole transforme la honte en force collective. Mais au-delà du geste, ce moment révèle la philosophie profonde de Traoré. La souveraineté n'est pas donnée, elle se construit. À ce stade, la population commence à comprendre que le combat dépasse le militaire. Il s'agit de redéfinir la dignité africaine, de montrer que même ceux qui ont chuté peuvent relever la nation. Et dans cette conviction, le Burkina Faso devient le laboratoire d'une nouvelle doctrine de survie continentale. Les effets concrets de la doctrine de Traoré se font sentir dans tout le pays. Pour les agriculteurs, la stabilité retrouvée a permis la relance des cultures. Les marchés ruraux, jadis abandonnés, résonnent à nouveau des échanges et du rire des familles. Les récoltes augmentent, bantent. Preuve que la paix nourrit plus sûrement que les aides étrangères. Pour les entrepreneurs, la sécurité a ouvert de nouveaux couloirs logistiques. Les routes réhabilitées relient les régions productives. Et les industries locales reprennent souffle. Le redéploiement des CPU a également réduit les coûts liés à la sécurité privée, renforçant la confiance des investisseurs. Pour les anciens détenus, la transformation est existentielle. D'anciens marginaux deviennent instructeurs, encadrant la génération suivante. Leur nouvelle identité repose sur le service et la discipline, non plus sur la honte. Certains participent même à la reconstruction des écoles et des infrastructures détruites par les conflits. Pour la région, l'effet d'entraînement est spectaculaire. Du Mali au Niger, des gouvernements observent ce modèle avec prudence et curiosité. La doctrine de Traoré inspire déjà des discussions sur la justice réparatrice et l'autonomie sécuritaire. Mais cette réussite s'accompagne de défis, le maintien de la discipline, la transparence du programme et la gestion de la perception internationale. Les puissances extérieures restent méfiantes, craignant qu'un Sahel souverain échappe à leur influence. Pourtant, la population burkinabé y voit une victoire morale. Dans les rues de Ouagadougou, on murmure « Nous avons repris notre souffle, notre terre et notre foi ». Ibrahim Traoré, par ses choix radicaux, a réussi à convertir une plaie nationale en moteur de fierté collective. À court terme, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso. Dans un premier scénario, dit de base, la consolidation se poursuit. Les unités CPU continuent de renforcer la sécurité intérieure. Les infrastructures se développent progressivement et le pays atteint une stabilité relative. Les tensions diplomatiques persistent, mais restent contenues. Dans un deuxième scénario, optimiste, la contagion régionale s'opère. Les succès militaires et sociaux inspirent d'autres nations sahéliennes à adopter des modèles similaires. Une coopération nouvelle, basée sur la souveraineté partagée, pourrait émerger, réduisant la dépendance envers les interventions étrangères. Le Burkina Faso deviendrait alors un symbole continental, prouvant que la renaissance africaine peut être endogène. Dans un troisième scénario, pessimiste, la fracture menace. Si les CPU échappent au contrôle, ou si des puissances extérieures décident d'intervenir sous prétexte humanitaire, la situation pourrait se détériorer. Les gains seraient remis en question, et la légitimité du modèle Traoré s'effriterait. Mais quelle que soit la trajectoire, une chose est sûre, le temps des tutelles étrangères touche à sa fin. L'histoire du Burkina Faso prouve qu'un État africain peut se redresser sans se vendre. L'avenir dépendra de la capacité du pays à équilibrer justice et effet force, idéalisme et pragmatisme. Comme le dit Traoré, ce n'est pas la peur qui nous guide, c'est la mémoire de notre dignité. Dans les villages du Nord comme dans les quartiers populaires de Ouagadougou, le visage du changement n'est pas celui d'un général en uniforme,
mais celui d'un voisin revenu du silence. Les familles, qui craignaient autrefois les sirènes de la nuit, reconnaissent maintenant ces hommes dans les convois qui protègent les routes. Le sentiment d'appartenage renaît. Des artisans gravent sur le bois des chaînes brisées, symbole d'un peuple qui se réapproprie sa dignité. Les jeunes, inspirés par cette transformation, rejoignent les centres de formation civique créés après la Réforme. Ils apprennent que la souveraineté commence dans l'esprit, avant de se construire sur le champ. Pour les observateurs extérieurs, cette révolution semble presque mystique. Pourtant, elle repose sur une vérité simple. Un peuple qui croit à sa valeur devient inarrêtable. Les enseignants racontent aux élèves non pas la défaite coloniale, mais la reconstruction nationale. Chaque récit, chaque chanson devient un rappel de ce que le courage collectif peut accomplir. Et pour le spectateur, ce n'est pas seulement une histoire à regarder. C'est une invitation à comprendre que la dignité n'est pas un luxe réservé aux puissants, mais le droit fondamental de ceux qui ont tout perdu, sauf la volonté de renaître. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, un plan structuré se dessine pour consolider les acquis. D'abord, institutionnaliser le programme CPU sous supervision parlementaire, afin d'assurer transparence et légitimité. Ensuite, créer un fonds national de réinsertion destiné aux familles des soldats issus des prisons pour éviter le retour du cycle de pauvreté. Puis, renforcer la formation civique et économique, transformant chaque unité en cellule de développement local. Ensuite, ouvrir un dialogue régional avec les pays du Sahel sur la sécurité concertée, non dictée par des puissances extérieures. Enfin, mesurer les progrès non par le nombre d'armes, mais par le nombre de villages libérés et de vies réhabilitées. Cette feuille de route s'appuie sur un principe clair. L'indépendance n'est durable que si elle nourrit la justice. Traoré veut éviter que cette expérience reste une exception. Il la conçoit comme une école pour l'avenir. L'objectif ultime n'est pas seulement militaire, mais moral. Transformer la force en service et la douleur en mémoire utile. Le Burkina Faso avance, un pas après l'autre, porté par la conviction que la rédemption peut devenir politique publique. Le soir tombe sur les plaines du Sahel. Dans un camp d'entraînement, une lampe vacille au-dessus d'un ancien prisonnier, devenu instructeur. Il fredonne une chanson apprise aux enfants de Ouagadougou. Notre liberté est forgée par nos mains. Ce refrain, né dans la poussière, résonne aujourd'hui comme un serment collectif. Ibrahim Traoré réapparaît dans l'imaginaire national non plus comme un chef militaire, mais comme un symbole d'endurance. Son parcours rappelle celui des premiers artisans de l'indépendance africaine, mais avec une différence essentielle. Cette fois, la révolution se fait sans permission. Les mêmes hommes qui étaient enchaînés portent désormais la promesse d'un pays debout. Chaque pas, chaque souffle, rappelle que la dignité peut renaître du rejet. Et au centre de cette renaissance brûle une idée simple. Le pardon ne signifie pas l'oubli, il signifie la reconquête de soi. Le Burkina Faso n'est plus seulement une terre qui résiste, mais une terre qui enseigne. L'histoire du Burkina Faso, racontée à travers les pas d'Ibrahim Traoré, n'est pas une légende héroïque, c'est une leçon d'autonomie. Là où d'autres voient le chaos, ce pays a choisi la cohérence. Là où l'on parlait d'aide, il a préféré l'effort. Cette transformation appelle à une réflexion collective. Que signifie être libre dans un monde dépendant? Le spectateur, témoin de cette mutation, peut s'interroger. Et si la véritable puissance ne résidait pas dans la richesse, mais dans la volonté? C'est une invitation douce, non pas à applaudir, mais à comprendre. Car chaque nation, chaque individu, porte en lui la possibilité d'une renaissance. L'Afrique, à travers le Burkina Faso, rappelle que la liberté se construit, pas ne se reçoit. Et vous, que feriez-vous si la dignité devenait votre dernière arme? À ce stade, l'Alliance du Sahel a prouvé que même dans un contexte aussi difficile, la solidarité régionale peut surpasser les obstacles externes. Cependant, cette expérience reste en chantier, et les défis futurs sont aussi nombreux que variés. Le plus grand test sera de maintenir l'unité au sein des pays membres face aux pressions internes
et externe. Le dialogue continu entre les forces militaires et les gouvernements locaux sera crucial pour éviter toute déstabilisation qui pourrait être exploitée par des groupes armés. Une autre dimension importante de cette alliance est son impact sur l'image de l'Afrique dans le monde. Ce projet montre que l'Afrique peut et doit être au centre de la définition de ses propres solutions. Le Sahel, longtemps perçu comme une zone de crise permanente, devient désormais le foyer d'une initiative qui aspire à redéfinir la souveraineté et la sécurité à l'échelle continentale. Cette nouvelle ère de responsabilité régionale ne signifie pas qu'il faille ignorer les réalités géopolitiques internationales. Au contraire, elle crée une opportunité pour l'Afrique de façonner ses partenariats internationaux sur la base de son propre pouvoir décisionnel. Le défi sera de ne pas retomber dans les anciennes dynamiques de dépendance, mais d'installer une paix véritablement ancrée dans la région. En conclusion, l'Alliance du Sahel est bien plus qu'un simple accord militaire. Elle représente un symbole de résilience, d'indépendance et de volonté collective. Les résultats obtenus jusqu'à présent témoignent d'une dynamique régionale qui pourrait transformer non seulement le Sahel, mais aussi l'ensemble de l'Afrique. La route vers une stabilité durable reste semée d'embûches, mais l'initiative a démontré que la véritable force réside dans la capacité des peuples à se défendre et à reconstruire eux-mêmes. Les défis ne disparaîtront pas du jour au lendemain, et la route vers l'autosuffisance reste longue. Toutefois, l'histoire du Sahel est désormais celle d'une région qui se redéfinit sur ses propres termes, sans la tutelle extérieure. Les populations, de plus en plus engagées dans ce processus, participent activement à leur propre avenir. L'avenir du Sahel est une leçon précieuse. L'autonomie africaine, bien que difficile à atteindre, est non seulement possible, mais essentielle pour un avenir stable et prospère pour la région. L'Alliance a planté les graines de cette transformation. Il revient maintenant aux nations du Sahel de faire fructifier cet héritage. L'Alliance du Sahel ne se limite pas à ses seuls résultats militaires ou économiques. Elle touche également les aspects sociaux et culturels, remodelant la perception de la guerre, de la paix et de la souveraineté dans toute la région. Chaque victoire, aussi modeste soit-elle, nourrit une dynamique de confiance qui va bien au-delà des frontières nationales. Ce n'est plus seulement une question de sécurité, mais de réappropriation de la gouvernance par les citoyens eux-mêmes. Par exemple, dans des zones où la violence avait laissé place à la terreur, les villages commencent à reprendre vie. Des fermiers, des commerçants et même des enseignants se réinstallent là où les écoles avaient été fermées et où les commerces étaient autrefois pillés. Un exemple frappant de cette transformation est le rôle des femmes dans la reconstruction du Sahel. Là où les femmes étaient souvent exclues des débats politiques et sécuritaires, elles deviennent aujourd'hui des actrices essentielles du changement. Par leur engagement dans la réouverture des marchés et la reconstruction des infrastructures communautaires, elles redéfinissent leur place dans la société, contribuant ainsi à la stabilité sociale de la région. Mais cette résilience, bien que remarquable, reste fragile. Les sociétés du Sahel n'ont pas encore trouvé un équilibre entre sécurité militaire et développement économique durable. Le manque d'infrastructures, l'accès limité aux soins de santé et l'éducation demeurent des défis majeurs. Bien que la stabilité relative s'installe dans certaines zones, elle reste vulnérable aux crises sociales et économiques, ainsi qu'aux influences extérieures, dont la persistance des conflits et des ingérences étrangères. Cependant, même dans ces conditions, l'Alliance du Sahel a montré que la capacité de résilience locale peut contrecarrer des décennies de dépendance extérieure. Les communautés n'attendent plus de solutions importées. Elles construisent leurs propres réponses à leurs besoins. Le Sahel, après des années d'instabilité, semble avoir amorcé un tournant décisif. L'un des plus grands défis réside dans le fait que la région, bien qu'ayant pris les rênes de sa propre sécurité, doit maintenant traduire cette autonomie en développement durable. La réorganisation des forces locales a créé un précédent puissant,
Mais le véritable test réside dans la transformation des structures politiques et économiques au niveau local. Pour que l'alliance puisse perdurer et prospérer, il est essentiel que les gouvernements locaux, en collaboration avec les forces de sécurité, mettent en place des politiques sociales et économiques qui répondent aux aspirations des populations. La reconstruction des infrastructures, qu'elles soient routières, scolaires ou sanitaires, reste une priorité absolue. À mesure que la sécurité se renforce, des projets de développement commencent à prendre forme, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, essentiels pour les économies locales. Cependant, ces initiatives ne peuvent se réaliser sans la coopération de la communauté internationale. Bien que l'Alliance du Sahel prône une autonomie stratégique, il est évident que certaines ressources et expertises extérieures demeurent indispensables, notamment dans le domaine de la technologie et des infrastructures critiques. Les enjeux politiques internes, notamment les tensions entre les différents groupes ethniques et politiques, restent également un obstacle majeur. Les gouvernements doivent être capables de gérer ces différences pour éviter toute fragmentation interne. Ce défi de gouvernance est d'autant plus complexe que les populations, bien que de plus en plus engagées, restent sensibles aux influences externes et aux promesses de stabilité venues de puissances étrangères. Dans les mois à venir, l'Alliance devra donc naviguer entre ces défis internes et externes pour ancrer profondément une paix qui ne soit pas simplement temporaire, mais durable et inclusive pour tous.